Bonjour tout le monde. Je m'appelle Jeannette Zus et je suis ravie de faire partie de l'organisation de cet événement. Je suis la responsable France de la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté, qui est donc une fondation politique allemande qui est proche du Parti libéral-démocrate qu'on vient de vous présenter. Après, il y a un petit dépliant aussi qui a été mis à l'entrée qui explique plutôt pas mal ce que c'est le concept des fondations politiques parce que c'est quelque chose d'un tout petit peu particulier et très allemand. Très brièvement, juste pour vous esquisser ce que nous sommes, ce qu'on fait. On est des dialogues européens. Ça veut dire qu'on a des bureaux à Bruxelles, Madrid et à Prague. Et moi, en tant que responsable France, je mène des activités avec la France depuis Bruxelles. Et notre but, c'est de vraiment constituer un réseau franco-germano-européen qui s'inscrit dans l'idée de promouvoir l'idée de la liberté, différents types de libertés, les libertés individuelles, démocratiques, sociétales et économiques. Et dans ce but, on accompagne la politique. On ne fait pas de la politique nous-mêmes. On a même le plaisir de parfois la critiquer, l'encadrer, la commenter. Et c'est ce qu'on a fait avec Éric Pestel, par exemple, dans une étude sur le macronisme et la politique européenne. Et je suis ravie de voir que certains d'entre vous ont pu consulter l'étude déjà. Et je suis encore plus ravie de pouvoir continuer ce débat sur la politique européenne, macronienne et germano-franco-allemande à l'occasion de ces 60 ans du traité d'Élysée et 4 ans du traité d'Aix-la-Chapelle. Et pour ce faire, avec Éric Pestel comme co-modérateur, j'ai l'honneur de vous présenter 2 panélistes et ensuite Éric vous présentera les 2 autres pour ce débat d'aujourd'hui. Une fois, on a Madame Valérie Ayé qui nous joint en visioconférence depuis Bruxelles, je pense, qui est la coprésidente de la délégation française de Renew Europe, Europe Ensemble, la délégation française, et qui est membre de la commission des budgets et qui est aussi présidente nationale de l'association Renaissance européenne. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Et puis, j'ai l'honneur de vous présenter Jan-Christoph Oetjen, qui nous rejoint aussi en visio, qui est eurodéputé allemand pour le parti FDP, mais qui fait partie aussi de la délégation Renaissance au Parlement européen, et qui est vice-président de la commission des transports et du tourisme, qui est très engagé dans le franco-allemand aussi. Donc, merci beaucoup à vous deux d'être là et de nous rejoindre en visio. Oui, voilà. Toujours pas? Là, c'est bon? Voilà, merci. Donc, je disais qu'il nous a semblé important, lorsqu'on a préparé cet événement, de l'ouvrir, bien évidemment d'avoir des Français et des Allemands, c'est pour ça qu'on l'a co-animé avec le FDP Paris et la Fondation Friedrich Naumann, mais aussi d'avoir le point de vue d'autres nationalités, et c'est la raison pour laquelle nous avons invité, nous sommes heureux qu'ils aient accepté le député européen Sandro Gozi, qui connaît l'Europe sous tous ses aspects, aussi bien la Commission comme l'ancien membre du cabinet de Romano Prodi, d'avoir été en charge des affaires européennes des gouvernements Renzi et Gentiloni, et donc comme accès au Conseil, et même député européen transnational, parce que italien, dans la délégation française. Sandro Gozi est membre de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et de la Commission des affaires constitutionnelles. Nous remercions aussi de sa présence Łukasz Masek, qui est un des experts aussi sur l'Europe et qui a commis des articles sur la relation franco-allemande, qui est chef du centre de la Grande Europe de l'Institut Jacques Delors et le directeur du campus de Sciences Po à Dijon, qui a été conseiller auprès de M. Joseph Zulanek, ancien ministre des Affaires étrangères, et qui est donc auteur, comme je vous l'ai dit, de plusieurs articles et études sur les questions européennes, et notamment l'élargissement maintient en péril le projet européen. Et j'ai peut-être mieux de dire que Łukasz Masek est tchèque. Voilà.
Je repasse la parole à Jeannette pour la première question. Oui. C'est bon? Oui. Alors, comme on le sait, en ce moment, dans les médias, quand on parle du couple franco-allemand, on dit que les relations ne sont pas au beau fixe. Mais, quand on le regarde pour cette table ronde, au sens plus large et d'un point de vue historique, j'aime bien poser la question à Valérie Hayé, comme première question qui s'en pose, si vous voulez, ce que vous pensez, ce qui sont en fait les grandes avancées du couple franco-allemand pour la construction européenne depuis la signature du traité de l'Élysée et de d'Aix-la-Chapelle. Merci Jeannette et merci bonjour à tous. Merci Alexandre d'avoir introduit, et co-organisé avec le FDP, cet événement. J'aurais aimé être avec vous physiquement, mais malheureusement j'ai eu un contretemps et je ne suis pas à Bruxelles, je suis à Laval en Mayenne. Mais heureuse d'être avec vous et de voir, Yann Christophe, en visio avec moi. Hem, c'est un week-end de commémoration, avec une dimension mémorielle très forte, comme l'a dit Pierre-Alexandre. Heu et Excusez-moi Valérie, est-ce qu'il y a la oui, possibilité de vous approcher un tout petit peu plus du micro peut-être? Parce qu'on et vous là, entend, mais on vous entend pas très fort. c'est mieux là? Je vais essayer de parler plus fort. C'est déjà un Mieux peu ou mieux. pas? OK. Heu et donc ça va être un week-end, avec beaucoup d'événements et pour ceux d'entre vous qui avaient lu ou qui n'avaient pas encore lu la tribune, d'Olaf Scholz et d'Emmanuel Macron dans le JDD, elle est disponible, en ligne et accessible. Vraiment, c'est une très, très belle tribune qui à mon sens est majeure et qui rappelle les priorités franco-allemandes qui sont en fait, au cœur de l'avenir européen sur les enjeux de souveraineté, de compétitivité, de progrès sociaux et climatiques et de défense aussi et d'état de droit. Hem et c'est une très, très belle tribune qui donne le ton, je crois, sur, l'engagement et le fruit et la portée des ambitions du franco-allemand. Alors bien sûr, depuis, depuis le traité de l'Élysée, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, à la fois dans la construction européenne, mais aussi dans la relation franco-allemande. Mais ce qu'il faut retenir au-delà des couacs, des anecdotes, c'est vraiment l'engagement, très, très fort avec des réalisations concrètes. D'abord, à mon sens, évidemment, la paix, la liberté, la prospérité qui sont le fruit, de cette, qui sont vraiment au cœur des préoccupations, partagées par l'ensemble des 27, mais portées, évidemment par la France et l'Allemagne. La paix, on le répète évidemment, souvent, mais plus de 70 ans de paix sur un continent habitué aux guerres fratricides, c'est un miracle dans notre histoire commune et depuis la guerre en Ukraine, évidemment. Le contexte nous rappelle, la valeur inestimable de la paix, la liberté, évidemment, avec cette communauté de valeurs et le marché unique qu'on a créé et la prospérité, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le PIB, de l'Europe nous positionne en 3e position, derrière, les États-Unis et la Chine et puis c'est 14 du commerce mondial. On est la première puissance, le plus grand marché, au monde et évidemment ça, c'est des atouts. Plus récemment, Pierre-Alexandre les a cités, on les a évidemment, tous en tête, depuis 2019, depuis ce mandat, qu'on partage avec Yann Christophe, avec Sandro, on a une accélération évidemment, de l'histoire, et une accélération de l'intégration sous l'initiative, sous l'impulsion du couple franco-allemand. Pour moi, l'étape majeure ces derniers, mois, ces dernières années, c'est l'investissement en commun avec ce plan de relance, qui est un acte de solidarité fondateur majeur et sans l'impulsion franco-allemande, on n'aurait pas eu ce plan de relance et évidemment, c'est une initiative, majeure. Pour moi aussi, tout l'enjeu et toute la préoccupation liée à l'état de droit, avec ce mécanisme de conditionnalité, on l'a porté, nous, Renew, depuis le début du mandat, en 2019, mais c'est aussi le fruit de l'engagement à la fois du franco-allemand. Et pour moi, ça fait partie des grandes victoires récemment, avec le mécanisme de conditionnalité qui a enfin été mis en œuvre par la Commission européenne, par les États, et ça marche, notamment avec la Hongrie qui s'est engagée, sur un plan de réforme institutionnelle inespéré et majeur. Donc voilà, si je dois citer 2 grands exemples récents. Et puis il y a tout ce qui reste, en termes tout ce qui reste, on a encore du pain sur la planche. Là aussi, Pierre-Alexandre a cité, quelques-unes des avancées et quelques-uns des défis qui sont devant nous. Comment ne pas parler d'autonomie stratégique dans le contexte qu'on connaît, de souveraineté? Alors je vois Yann Christophe et c'est vrai que parfois on le dit. Souveraineté, c'était un gros mot pour certains. C'était, vu, souvent comme une lubie française, et désormais,
je crois qu'au-delà des mots, cette idée partagée que on doit, se donner les moyens de faire nos propres choix, donner les moyens à l'Union européenne de faire nos propres choix avec le fait d'asseoir cette souveraineté politique, industrielle, militaire, en considérant que la place, l'Union doit être une puissance géopolitique autonome, libre de définir ses normes et son modèle politique. Et là encore, je l'ai cité sur quelques exemples, mais la dynamique franco-allemande, elle est majeure sur tous les défis qui sont devant nous en matière énergétique ou en matière d'autonomie stratégique. Et on compte beaucoup, nous, sur ce sommet franco-allemand pour avancer sur la réponse à l'IRA, pour avancer sur la réforme du marché de l'énergie, qui peuvent être parfois des irritants pour reprendre un mot à la mode. Mais moi, je suis confiante sur le fait que on arrive à trouver une position franco-allemande. Ça fait toujours la force de l'Union européenne. Merci beaucoup. Alors, on va s'adresser maintenant à Jan-Christophe Hotsen. Monsieur le député, on va parler peut-être de désaccords, mais quand même, on va insister sur les points d'entente. Quels sont les terrains d'entente où la France et l'Allemagne collaborent le plus, et notamment au Parlement européen? Il y a entre les deux délégations, la délégation allemande et la délégation française. Tout d'abord, merci Eric et à Jeannette de m'avoir invité. C'est un honneur d'être là et de débattre ce sujet qui me tient à cœur. Valérie a déjà nommé certains des points, et je pense notamment sur la question de l'état de droit. C'est vraiment quelque chose qui nous unit. C'est une question de valeur et sur des questions de défense de l'état de droit, mais aussi de la défense du choix des personnes d'être tels qu'ils sont. Donc ça veut dire la défense des droits des femmes, des droits des minorités. Ça, c'est des sujets où on a une très très grande entente et entre Français et Allemands, mais dans le groupe Renew dans la totalité, ce ne sont pas des sujets clivants, mais du coup, nous on fait avancer ces dossiers-là avec beaucoup de puissance. Et Valérie a complètement raison. C'est une très très grande victoire ce qu'on a réussi à faire avec la conditionnalité. Ça veut dire finalement que l'argent européen ne sert pas que au désir des uns ou des autres, mais est lié aux valeurs européennes qu'on partage tous. Donc pour moi, ça c'est vraiment des sujets sur lesquels on a beaucoup gagné, on a beaucoup avancé, et qui est un des sujets clés pour moi aussi pour la campagne électorale en 2024. Après, il y a d'autres dossiers sur lesquels on arrive à s'entendre plus ou moins facilement, mais où ça fonctionne. Toutes les questions liées au marché intérieur, ça marche. Toutes les questions sur la migration, oui, on axe parfois sur un peu, on a le curseur un peu plus ou moins au même endroit, mais on arrive à s'entendre très facilement. Donc il y a plein de questions comme ça sur lesquelles c'est pas du tout clivant, mais au contraire, on travaille dans une bonne logique, dans une bonne entente au sein de notre groupe politique au Parlement européen. Et après, il y a d'autres sujets où c'est pas qu'on ne s'entend pas, mais que parfois on met des choses différentes derrière les murs. Par exemple, Valérie a cité la souveraineté européenne et je signe tout de suite sur le principe que l'Europe doit être souveraine, qu'on doit avoir de propres choix, qu'on doit se défendre, que l'Europe doit comment dirais-je, à sa place dans le monde, mais on ne fait pas tout ce qu'il pourrait faire. Mais après, sur les moyens, parfois, on a des différences. Et je trouve que là, on arrive dans notre groupe politique au Parlement européen quand même à faire la synthèse. Et ça, c'est important. C'est pas important d'avoir des points de vue différents ou des approches différentes. Ce qui est important, c'est d'arriver à faire la synthèse.
d'arriver à s'entendre, d'arriver à trouver un accord, d'arriver à avancer ensemble. Parce que c'est ça la clé pour l'amitié franco-allemande, c'est de parfois de lâcher un peu et de prendre de la hauteur et de se dire d'accord, bon, il voit ça comme ça, nous on voit ça comme ça, quel est le chemin qu'on peut trouver ensemble. Et ça, on arrive à faire dans notre politique. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été l'atout de l'amitié franco-allemande. C'est pour ça que la France et l'Allemagne ont été moteurs en Europe. Et au moment où on n'arrive plus à faire ça, le moteur marche moins bien. C'est un des trucs qu'on voit, à mon avis, actuellement. C'est que ce qui me manque actuellement, pour être très, très franc avec vous, c'est un peu la passion, l'amour entre la France et l'Allemagne, la volonté d'aller vers l'autre pour trouver un compromis. Et les deux doivent bouger. Hein. C'est pas que un doit faire les compromis et l'autre il reste sur sa position. Ça fonctionne pas comme ça. Les deux doivent bouger. Et pour moi, l'Allemagne, depuis les discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron, l'Allemagne n'est pas à la hauteur des attentes de la France. Et pour moi, je trouve que c'est un peu une occasion perdue, une occasion cachée, parce que on aurait pu faire déjà plein de choses ensemble qu'on a loupé de faire. Maintenant, il y a la tribune de Scholz et Macron, et ça donne un nouvel élan. Je trouve ça très chouette. Après, pour l'instant, c'est du papier, et quand on va dans le concret, faut ça. En général, ça devient un peu plus compliqué, mais j'ai bon espoir. Et surtout, je pense que si on se rappelle que chacun doit donner, chacun doit bouger un peu, et qu'il faut faire la synthèse pour avancer ensemble, je pense qu'on arrivera à des grandes choses. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on attend tous avec impatience ce qui va être annoncé demain. Comme je sais qu'elle doit nous quitter en premier, j'aime bien rebondir avec Valérie Lévy sur la question des accords au sein du Parlement européen. Jan-Christophe Etienne et vous aussi, vous avez déjà mentionné plusieurs champs politiques. Est-ce que, en fait, un accord franco-allemand est toujours vraiment indispensable au préalable pour trouver des accords à 27? Pourriez-vous peut-être détailler un peu certains accords du passé qui ont été faits, sachant qu'il y a quand même eu des sujets de crispation aussi pour, par exemple, le dernier Conseil européen, ce qui concerne le plafonnement des prix de gaz, ou aussi avant, dans le champ de l'énergie, des questions sur la taxonomie. Donc voilà, il y a j'imagine plusieurs champs politiques où c'est un peu plus facile que d'autres pour trouver des accords. Et est-ce que c'est vraiment indispensable qu'il y ait un accord d'abord franco-allemand avant l'accord européen? Merci. C'est vraiment la dynamique du Conseil de celle du Parlement. Je distinguerais la dynamique du Parlement de celle du Conseil. Au Parlement, les appartenances nationales comptent beaucoup, mais l'appartenance politique aussi compte beaucoup, et les logiques de vote par nationalité, elles sont, je dirais, elles concernent quelques problématiques ciblées, l'énergie, vous l'avez cité, l'agriculture, la pêche parfois. Mais il n'y a pas pour autant de conclusion générale. Et sur les sujets que vous avez cités, alors on a parfois des débats houleux en réunion de groupe Renew, avec des divergences d'approche, parfois par nationalité, c'est vrai, mais globalement, on a une dynamique impulsée par le groupe. Et la logique, par exemple, moi, en tant que Française, nous, en tant que Français, puisque Sandro est italien, mais membre de la délégation Renaissance et l'Europe Ensemble et donc des Français, sauf peut-être sur Strasbourg, on n'a pas de liste de vote commune, on n'a pas de points partagés. Mais par contre, sur certains sujets majeurs, effectivement, la nationalité peut compter. Mais à l'inverse, et Yann Christophe, tu pourras sans doute rebondir là-dessus, on voit bien, par exemple, que depuis que les Allemands du PPE ne sont plus dans la majorité en Allemagne, on voit que il y a des votes un peu différents, puisqu'ils ne sont plus liés à la majorité gouvernementale en responsabilité. Donc
Les accords se bâtissent davantage sur une logique de groupe à groupe que sur une logique nationale. Et en l'occurrence, nous, Renew, on est le groupe sans lequel les majorités ne sont pas possibles. Donc, quand on trouve un accord entre nous, et encore plus un accord ambitieux qui emporte une large majorité du groupe, avec des discussions parfois on part de loin, mais pour vous donner un exemple, cette semaine, lors de la prochaine plénière au Parlement européen, on va adopter une résolution sur la politique industrielle pour répondre à l'IRA américain, pour accompagner nos entreprises, nos industries, pour faire face à la hausse des prix, mais aussi pour qu'elles ne soient pas tentées d'aller s'installer ou de faire des projets qu'elles avaient prévus en Europe, qu'elles ne soient pas tentées de les faire aux États-Unis. Un exemple très concret qui concerne l'Allemagne, parce que c'est un exemple majeur et puis parce que Yann Christophe est là, Northvolt, qui est une entreprise du nord de l'Europe qui avait un projet de gigafactory en Allemagne, a décidé de ne pas s'installer en Allemagne ou d'abandonner son projet en Allemagne parce qu'elle avait au profit des États-Unis. Parce qu'en Allemagne, elle pouvait compter sur 150 millions de subventions et aux États-Unis, 600 millions. Donc, un exemple très concret, on adopte une résolution à l'échelle du groupe. Sur certains sujets, notamment les sujets budgétaires, parfois on part de loin, néanmoins on s'est focalisé sur les points de convergence tout en ayant une politique ambitieuse pour accompagner nos entreprises en portant un fonds de souveraineté. Comme l'a dit Yann Christophe, l'important c'est de pouvoir travailler ensemble dans la bonne direction et aussi d'être en capacité de faire des compromis, mais toujours d'assumer l'ambition. Donc là, c'est indépendamment des nationalités. Je dirais qu'au Conseil, c'est un peu différent parce que au Conseil, la dynamique franco-allemande est bien plus importante. Elle reste la clé de voûte de tout accord. Et d'ailleurs, nous, au Parlement européen, on est tous très attentifs à ce que fait le couple franco-allemand, à ce que font les Allemands et les Français ensemble au Conseil. Et pour citer, par exemple, le plan de relance, Angela Merkel n'était pas la seule à être opposée au plan de relance initialement. Mais le fait qu'il y ait un accord franco-allemand a fait que l'engagement de l'Allemagne a emporté l'engagement des frugaux, des Néerlandais, etc. Donc, dès qu'il y a une impulsion franco-allemand, il y a des espèces de groupes de pays qui se forment de manière tacite ou pas sur des problématiques ou sur des questions, avec des ambitions et des priorités partagées. Et souvent, quand la France donne son accord, eh bien, elle peut emporter quelques pays du Sud. Et quand l'Allemagne donne son accord, elle emporte les frugaux, ce qui donne une dynamique un peu de groupe. Donc, c'est pour ça que, en clair, hein, je l'ai dit, je le redirai, sans l'initiative franco-allemande sur le plan de relance, on n'aurait pas eu ce plan de relance. Et ça a été l'un des actes majeurs de Angela Merkel et Emmanuel Macron. Merci beaucoup Valérie Hayé pour cette transition toute trouvée. Parce qu'effectivement, la prochaine question, je vais m'adresser à Sandro Gozzi. Donc, on va avoir l'œil d'une part des pays du Sud et des pays fondateurs. Sandro, donc, pour les autres pays, notamment les pays fondateurs, comment est perçue cette relation franco-allemande? Bon. D'abord, bonjour à toutes et tous. Je suis très content de ce débat et très content de vous voir aussi nombreux. Ça fait du bien pour les pro-européens que je suis. Bonjour Brigitte, bienvenue. Et pour le pro-européen que je suis, de voir un samedi après-midi une salle aussi bien remplie. Je suis très pro-européen et je suis très franc dans mes propos. Donc je vais vous dire comment moi, dans mon expérience européenne, j'ai vu la relation franco-allemande, comment je la vois aujourd'hui, et quel potentiel je lui donne demain. Je crois que c'est ça que tu veux. Bon, bien sûr, en quelques minutes, ne t'inquiète pas. La relation franco-allemande, elle est symbolique. Et les symboles comptent beaucoup, en général, dans les entreprises humaines. Et encore plus dans l'entreprise humaine qui s'appelle Europe. Parce qu'après tout, la réconciliation, elle fait suite à deux guerres civiles européennes que nous, les Européens, nous avons inventées, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, et fait suite à la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité que nous, les Européens, nous avons inventée, c'était la Shoah. Donc, il est clair que la valeur symbolique
de la réconciliation franco-allemande est absolument irremplaçable. Et elle est fondamentale pour hier, aujourd'hui et demain, en tant que construction européenne. Donc, elle est incontournable parce que par l'histoire, mais aussi par l'économie, mais aussi par la réalité industrielle, par la géographie au centre. Donc, elle est aussi centrale du point de vue géographique et du point de vue politique. Et elle est nécessaire parce qu'il est difficile d'avancer en Europe du moment où il n'y a pas une entente sur les points clés de toute initiative entre Paris et Berlin. Ceci dit, est-ce qu'elle est suffisante? Non, elle n'est plus suffisante. L'entente franco-allemande, elle n'est plus suffisante pour faire avancer l'Europe. Elle n'est plus suffisante dans une Europe qui a profondément changé de nature, de poids, en passant de l'Europe des 6 à l'Europe des 27. Et c'est la raison pour laquelle, selon moi, dans mon analyse, justement, depuis 2017, Emmanuel Macron a voulu, d'un côté, relancer, redynamiser la relation franco-allemande et de l'autre côté, il a voulu créer de nouvelles initiatives et de nouvelles relations spéciales dont on va parler avec d'autres pays qui jouent un rôle stratégique pour leur géographie, pour leur puissance industrielle, etc., dans le continent européen. C'est pour cela, après, je n'en parle pas, mais c'est pour cela qu'il y a eu les traités du Quirinal qu'on a lancés. J'ai dit non, parce que j'étais ministre à l'époque avec Emmanuel Macron au sommet de Lyon, un jour après les discours de la Sorbonne, fin septembre 2017. Pour cela qu'hier a été signé les traités de Barcelone entre Pedro Sánchez et Emmanuel Macron. C'est pour cela que pour la première fois, tel que je connais la politique étrangère européenne de la France, il y a eu une initiative très appréciée par les Baltes il y a quelques années sur la cybersécurité à l'initiative de Macron. Donc, justement, en même temps, d'un côté, le président de la République veut renforcer, approfondir et restructurer la relation franco-allemande, mais de l'autre côté, c'est bien que dans cette Europe continentale, ceci est nécessaire, mais pas suffisante. Et donc, voilà, tel que je vois l'hier et je vois l'aujourd'hui. Après, il y a eu, moi, j'étais tout en ayant étudié dans les deux pays, je parle les langues des deux pays, donc je suis vraiment un ami de l'Allemagne et de la France. Ceci n'empêche pas de dire que j'étais très déçu par l'attitude européenne de l'Allemagne dans deux passages depuis 2017. J'étais très déçu, je pense que pour la relation franco-allemande a été une occasion ratée de ne pas répondre tout de suite avec un plus d'élan et d'enthousiasme au discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron. On a perdu trop de temps et on a perdu une dynamique. Et en politique, on dit fenêtre d'opportunité parce que les fenêtres s'ouvrent et se ferment. Et je crois que là, j'aurais voulu attendre dans l'esprit du traité de l'Élysée exactement plus d'élan. Et je crois que là aussi, je suis content, j'ai lu l'attribut sur la FAT, je n'avais pas vu les journaux du dimanche, mais j'imagine que c'est la même chose. J'aurais mieux compris en français qu'en Allemagne, mais c'est très bien. C'est que Olaf Scholz et Emmanuel Macron écrivent aujourd'hui. Je voudrais, là aussi, dans cette phase très difficile du point de vue géopolitique, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Ukraine, vis-à-vis des décisions d'armer encore plus l'Ukraine, je voudrais là aussi un peu plus de rythme et d'élan entre deux pays qui sont absolument fondamentaux. Et c'est pour cela que je place un grand espoir. Et je termine là, sur la réunion de demain, parce que je veux voir un tandem franco-allemand qui est le bon rythme de l'histoire. Le président de la République a sans doute le bon rythme de l'histoire. Il a sans doute fait preuve de sens de l'histoire. Je suis sûr que aussi l'Allemagne voudra faire preuve du même rythme et du même sens de l'histoire à partir de demain. Merci beaucoup, Monsieur Gauzy, pour cet appel tout à fait rafraîchissant. J'aimerais bien continuer avec Monsieur Matzek sur cette question
en allant au-delà du franco-allemand. Donc, on a perçu la relation franco-allemande en Europe, notamment par les pays de l'Europe de l'Est et aussi apporté en point de vue tchèque. Sachant que la République tchèque vient de terminer aussi la présidence du Conseil. Donc, je pense que c'est un pays qui a tout son rôle à jouer en affaires européennes. Donc, on a entendu donc, cet appel voilà, assez virulent pour plus d'initiatives franco-allemandes et en même temps, Monsieur Cozy qui dit que voilà, c'est pas suffisant. Donc, comment est perçu de votre point de vue le leadership franco-allemand déjà? Est-ce que c'est un leadership franco-allemand? Est-ce qu'on peut parler de ça en ce moment? Comment voyez-vous les choses? Et voilà, comment c'est perçu par les pays de l'Europe de l'Est et la République tchèque? Merci. Tout d'abord, bonjour à tous et merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Alors évidemment, c'est compliqué de répondre à cette question parce que l'Europe centrale est un groupe de pays très variés et au sein de chaque pays, évidemment, il y a des sensibilités politiques très variées, et ne serait-ce que sur le clivage entre guillemets pro-européen, eurosceptique, les situations sont très variées. Donc bien évidemment, on pourra toujours trouver un contre-exemple à tout ce que je vais dire, mais je vais essayer de dégager quelques éléments structurants en essayant quand même justement de nuancer et de montrer un peu quelques tendances lourdes sur certains pays, sans parler uniquement de la République tchèque pour ne pas être trop tchécocentré, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, je vais essayer de raisonner à partir de répondre à votre question avec quelques adjectifs. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est, vous m'avez posé la question de la perception de leadership ou du couple franco-allemand. Eh ben, je pense que le premier adjectif, c'est la perception, elle est quelque peu sceptique. Et c'est assez compréhensible. Pour tous les pays d'Europe centrale, ce qui a été absolument structurant pour leur relation à l'Union européenne en général et à toutes les composantes de la construction européenne, c'est bien évidemment l'expérience de préadhésion, de chemin long vers l'adhésion en 2004 pour certains, 2007, 2013 pour d'autres. Et c'est pas un scoop si je vous dis que, vu d'Europe centrale, la question d'élargissement n'était pas forcément perçue comme un projet franco-allemand. Il y avait au contraire une vision très clivée entre, d'un côté, l'Allemagne considérée comme le principal allié de la volonté de ces pays d'adhérer, et la France, à tort ou à raison d'ailleurs, mais assez largement considérée comme un pays qui freinait plutôt. Donc, comme par ailleurs, ces pays n'ont pas eu une expérience de la vie de l'Union européenne dans ce qu'on pourrait considérer comme l'âge d'or du couple franco-allemand, c'est-à-dire des couples précédents, comme ils ont connu plutôt des périodes un peu plus turbulentes, et comme en plus souvent il y a cette erreur de considérer que la désignation de départ est une preuve que ce couple ne fonctionne pas, ce qui à mon avis est une erreur profonde, puisque ce qui distingue ce couple, c'est pas qu'ils sont d'accord a priori, au contraire, c'est parce qu'ils sont en désaccord a priori qu'ils peuvent faire des compromis dans lesquels les autres se retrouvent. Et ce qui distingue ce couple, c'est cette volonté politique profonde, farouche, d'arriver à un accord, quoi qu'il en coûte, pour faire... voilà. C'était pas volontaire. Et ça, effectivement, du coup, il y a un peu ce sentiment que finalement, ce couple, c'est un espèce de mythe fondateur qui finalement ne fonctionnerait pas tant que ça. Et encore une fois, autour de cette question de la relation à l'Europe centrale, il y a une asymétrie. Alors justement, deuxième adjectif, asymétrique, pour ne pas dire déséquilibré. Parce qu'une fois qu'on prend ce couple, là encore, vu d'Europe centrale, vous avez des relations très déséquilibrées entre les deux membres du couple franco-allemand. Il y a une forme de familiarité, de proximité avec l'Allemagne, et une relation beaucoup plus distante, beaucoup plus légère et historiquement diverse d'un pays à l'autre avec la France. Donc, c'est pour ça que souvent, il y a une perception quand même plutôt germano-centrée du couple franco-allemand, d'autant plus qu'on était quand même dans des phases où, notamment pour des questions, notamment sur des questions économiques, etc., il y a une perception qui n'est pas que centre-européenne d'un certain déséquilibre au profit de l'Allemagne en termes de leadership. Alors, si on y ajoute effectivement ce tropisme allemand, on peut comprendre qu'effectivement, le couple franco-allemand, il n'est pas forcément perçu. Ce qu'on perçoit, c'est plus un rôle allemand, avec la France en premier allié de l'Allemagne, mais un peu dans cet ordre-là.
Alors, c'est en train de changer, ça a commencé à changer déjà. Je pense que l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en France a commencé à bouger un peu les lignes. Évidemment que la guerre en Ukraine est une forme de discrédit d'un certain positionnement allemand, pour le coup, aussi rebat un peu les cartes. Mais tout ça est compliqué parce que derrière, vous avez des choses profondes dans l'histoire. Pour donner juste quelques exemples, par exemple, dans la relation à la France, si vous prenez la Hongrie avec le vieux traumatisme de Trianon, c'est pas tout à fait pareil que les Polonais, ou plutôt c'est une forme de francophilie historique, mais avec beaucoup de déceptions depuis 30 dernières années. Les Tchèques, c'est un peu entre les deux, avec le traumatisme de Munich, mais une espèce de francophilie diffuse dans l'opinion et dans les milieux, notamment culturels, etc. Donc, il y a des relations très variées. Et puis, par rapport à l'Allemagne, il y a à la fois cette grande proximité, en termes économiques, aussi une très grande dépendance, un sentiment que l'Allemagne est un pays qui comprend l'Europe centrale, beaucoup plus que la France. Mais de l'autre côté, tous les passifs de l'histoire, toutes les craintes et la peur, effectivement, que l'Allemagne joue de l'intégration européenne dans une logique de domination. Et là, j'arrive effectivement à notre troisième adjectif, méfiant. Effectivement, il y a une forme de méfiance qui tourne beaucoup autour de la notion et d'une perception qui est très présente en Europe centrale orientale, qui est la perception qu'on connaît dans d'autres endroits de l'Union européenne aussi, la perception grand contre petit. Et effectivement, il y a une espèce de peur instinctive d'une Union européenne dirigée d'une manière trop forte par un couple des grands États, ou d'ailleurs par un directoire des grands, pour paraphraser une idée chère à Nicolas Sarkozy autrefois. Voilà, il y a cette crainte-là, et effectivement, notamment les milieux eurosceptiques dans ces pays jouent constamment cette carte-là, de cette crainte d'un espèce de duopole franco-allemand, ou juste l'Allemagne toute seule, qui serait trop dominatrice et qui se servirait de l'Union européenne comme un instrument de domination. Ce qui, là encore, n'est pas quelque chose de spécifique à l'Europe centrale, mais en Europe centrale, c'est particulièrement fort. C'est un thème qu'on connaît même en France, la carte anti-allemande, de temps en temps, les milieux eurosceptiques aiment la jouer même en France. C'est évidemment vrai aussi en Europe du Sud, mais en Europe centrale, c'est peut-être encore plus particulièrement présent. Et peut-être juste un dernier moment pour dire que ce qu'on voit aussi, et là on voit une étude très intéressante qui est faite par le European Council on Foreign Relations, qui ont fait une étude sur les coalitions au sein de l'Union européenne, coalitions entre États, et on voit de manière presque caricaturale, là encore, cette asymétrie, et aussi peut-être cette méfiance, c'est-à-dire on voit que parmi les pays membres de l'Union européenne qui se disent distants par rapport à la France, déçus par les réactions françaises lorsqu'ils cherchent à s'engager avec elle, etc., vous avez très clairement les pays d'Europe centre-orientale qui se distinguent. Et on a un peu la même chose, dans une moindre mesure, mais un peu la même chose avec les pays du Sud par rapport à l'Allemagne. Et c'est peut-être là où le couple franco-allemand a quelque chose à faire, quelque chose à réfléchir, c'est-à-dire se réengager un peu, alors à la fois profiter de cette capacité de chacun des deux membres du couple de travailler avec une partie importante de l'Europe, la partie centrale orientale pour les Allemands, la partie sud pour la France, mais il faudrait peut-être aussi croiser un peu les choses, et je pense effectivement que la France devrait avoir un agenda. Alors là aussi, il y a eu pas mal de changements, le discours du président de la République ou le discours du ministre des Affaires étrangères en Cracovie pour l'un, à Prague pour l'autre, c'était des moments importants que peut-être l'Europe centrale attendait depuis pas mal d'années, venant des plus hauts lieux en France. Mais il ne faut pas en rester uniquement au discours, et je pense qu'effectivement, un réengagement plus actif avec l'Europe centrale orientale, en tenant compte aussi des nuances dans ces pays-là, ne pas parier trop exclusivement sur la Pologne. Le triangle de Weimar, par exemple, est certainement un outil à dépoussiérer dans le contexte actuel, mais ce n'est pas suffisant, parce que la Pologne n'est pas un leader naturel de cette région, je dirais. Et puis, évidemment, tout ça est compliqué aussi, et ce sera mon mot de la fin, un dernier adjectif, variable en fonction des affinités idéologiques. Et évidemment, le regard, la perception du couple franco-allemand varie énormément. Si vous regardez ce qu'en pensent les forces dites illibérales, notamment l'actuel gouvernement hongrois ou polonais,
qui effectivement vont jouer une carte assez agressive en essayant même du coup d'imposer une vision d'une confrontation idéologique entre d'un côté le couple franco-allemand et ce qu'ils voudraient eux construire autour du groupe de Visegrad ou autour du fantasme de Intermarum en Pologne, etc. Et puis au contraire, si vous prenez les partis entre guillemets pro-européennes pour faire simple, des classes politiques, là vous avez trouvé une vision beaucoup plus constructive, beaucoup plus positive, avec évidemment la compréhension que le couple franco-allemand est incontournable, mais pas suffisant. Merci Betty. Je me retourne de nouveau vers vous, Yann-Christophe Etienne. Justement, dans cette relation qui est, on l'a vu, parfois difficile, où il y avait toujours des compromis à trouver, est-ce que les députés européens, qui sont justement habitués à travailler ensemble, ils ont aussi un rôle de passerelle entre les deux pays, notamment au niveau national? Est-ce que cette habitude peut influencer les autres niveaux de relations politiques? Je dirais que effectivement, on essaye de faire comprendre des logiques européennes. Moi, en tant que député allemand à Berlin, et je pense que les collègues français font de même à Paris. Et parfois, c'est compliqué parce que l'agenda qu'on a à Bruxelles n'est pas la même que dans les capitales. Donc, il y a évidemment les grandes lignes qui sont discutées en même temps. Mais le travail sur les dossiers, sur les avancées concrètes de l'Union européenne, par exemple le Green Deal, sont dans un autre stade à Bruxelles, au Parlement européen, qu'au niveau des États membres. Et parfois, mon impression, c'est que on manque dans les capitales, on manque de compréhension du processus de législation européenne. Et effectivement, on essaye à ce moment-là, avec notre groupe politique au Parlement national, au Bundestag, de faire avancer les lignes, et on contacte direct également avec nos ministres. D'ailleurs, c'est un rôle encore nouveau, même si le gouvernement allemand est constitué depuis un bon bout de temps, mais trouver un fonctionnement entre hommes et femmes politiques qui marche bien, ça prend du temps. Et c'est pareil d'ailleurs au Parlement européen. Hein. Au début, voilà, on ne se connaît pas, on est un peu méfiant. Après, on commence à travailler ensemble et on trouve un rythme et une mode de fonctionnement qui après fonctionne bien. Donc oui, on essaye et oui, on transmet également un point de vue français où on leur dit faites attention, si vous faites ça, de toute façon les Français ne voudront pas ou ont un point de vue différent, donc il faut travailler avec pour trouver un compromis. Et c'est aussi une question de culture politique. En Allemagne, on a une culture du consensus. Et parfois, j'ai l'impression que pour les Français, quand ils arrivent à Bruxelles, c'est, comment dirais-je, ils ont besoin d'un temps d'adaptation au mécanisme du consensus. Donc, parfois, on fait aussi l'éducation sur les mentalités des classes politiques dans d'autres pays, parce que oui, effectivement, on fait tous la politique, mais on la fait tous de manière différente, parce qu'on a des cultures politiques différentes dans nos pays et en fonction différentes dans nos pays. Donc pour cela, les députés européens ont une très très grande valeur. Après, il faut qu'ils soient écoutés dans leur capitale. Merci beaucoup Yann-Christophe Etienne. Et je me permets de faire référence à notre étude où dans le chapitre 3 sur la politique européenne de Macron, on décrit justement ce temps d'adaptation de la nouvelle délégation qui était arrivée en 2019. Parlant de passerelle entre le niveau national et européen, j'aime bien revenir avec vous, Monsieur Gauzy, sur la question du traité
les 2 traités que vous avez déjà mentionnés, donc le traité de Quirinal et bien sûr maintenant, celui de, Barcelone. Donc sur la question du rééquilibrage en fait, du franco-allemand, hem, est-ce que c'est une bonne chose? Et comment aussi, avec, les changements politiques, puisque vous êtes italien et vous êtes là, j'aime bien sûr, vous poser la question, avec le bouleversement, du gouvernement italien, comment on peut donc, avancer ou poursuivre, les efforts, qui ont été entrepris depuis la signature du, traité, de Quirinal avec le nouveau gouvernement, italien en place? Brièvement. Ah, vous avez posé 2 questions, vous aurez 2 réponses. Parce que la première question que vous m'avez posée est quelle place, et quel rôle, donner, attribuer aux 2 traités, disons spéciaux qu'Emmanuel Macron a voulu, le gouvernement français a voulu signer avec Rome et avec Madrid. Est-ce que c'est un rééquilibrage? Non, moi je ne pense pas qu'il s'agisse de rééquilibrer. Il s'agit d'insérer des maillons un peu plus forts dans la mosaïque et dans la dynamique des différents États dans le contexte de l'Union européenne. Donc, je ne vois pas les traités du Quirinal et les traités de Barcelone comme une nécessité de rééquilibrer les traités d'Aix-la-Chapelle. Je vois la nécessité, et c'est d'après moi le rôle que la France de Macron interprète très bien, de s'attribuer un rôle de maillon entre l'Europe centrale et nord à travers aussi les traités d'Aix-la-Chapelle et l'Europe du Sud. C'est ça qui est important pour ces traités. On les voit. D'un côté, pour les raisons que je crois ils ont poussé la France et Macron à vouloir, depuis 2017, les traités du Quirinal avec l'Italie. Aujourd'hui, cette entreprise européenne dont j'ai parlé a besoin d'une base plus solide que la base des 2 pays, pour des raisons industrielles, économiques, culturelles, etc. Donc, ce socle doit s'élargir. C'est un socle qui doit s'élargir, notamment à un autre grand pays fondateur et à d'autres pays qui sont stratégiques parce que ils ont un poids démographique, ils ont un poids économique, ils sont des puissances industrielles, ils sont membres du G7 ou du G20. C'est ça qui représente, après tout, l'Italie et l'Espagne. Je crois que ces 2 traités aident, au-delà, disons, du cadre formel de l'Union européenne, à créer un socle plus solide sur lequel bâtir de nouvelles initiatives d'intégration européenne et lancer de nouvelles politiques. Il est clair que dans ce contexte, d'après moi, la Pologne jouerait un rôle fort important. Mais là, je passe à répondre à la deuxième question. Il est clair que ce qui a aussi permis au traité de l'Élysée de durer, de résister aux changements politiques à Berlin et à Rome, de se transformer à travers une structuration et une intensité majeure dans les traités d'Aix-la-Chapelle, c'est que dans les 2 pays, il n'y a jamais eu des extrémistes au pouvoir. Entre France et Allemagne, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu des extrémistes au pouvoir, ni à Paris, ni à Berlin. Les problèmes aujourd'hui, c'est que les traités du Quirinal s'étaient basés sur une entente formidable, parce que l'entente entre Mario Draghi et Emmanuel Macron a été décisive pour plusieurs dossiers européens fondamentaux. Et c'est cette entente qui a permis de reprendre un traité et des négociations d'un traité qui avait été suspendu à l'époque du premier gouvernement populiste nationaliste en Italie, celui de 2018, dans lequel il y avait les 5 étoiles et la Ligue. Et maintenant, on est dans l'incertitude. On est dans l'incertitude parce que les traités du Quirinal, selon Meloni, permettez-moi un jeu de mots, elle se camélonise. Elle se camélonise. C'est un caméléon et elle essaye elle camélonise tout le temps, faisant penser à Bruxelles, à Berlin, qu'elle est plutôt pro-européenne, mais finalement, c'est justement
une couverture parce qu'elle est farouchement, elle est d'un nationalisme primitif. Et donc, elle est dans la difficulté. C'est le seul groupe qui a voté contre les traités du Quirinal. Et dans la conférence de presse de fin d'année, elle a déclaré qu'il n'est pas opérationnel, le traité du Quirinal, et il y a des choses qui ne sont pas claires. C'est ça. En plus, il y a une tâche majeure au traité du Quirinal, c'est que la personne qui vous parle, il a travaillé. Donc, pour Meloni, je suis le diable. Donc, le fait que Sandro Gold ait travaillé sur le traité du Quirinal doit être forcément, je termine, attends, forcément très louche. Ça, c'est le problème avec la Pologne. Vous avez évoqué un traité très poussiéreux, oui, parce qu'il y a très peu de gens qui s'en souviennent. Mais il est clair que jusqu'à quand Kaczynski et son mouvement sera au pouvoir à Varsovie, vous ne pourrez jamais avoir une relation structurée stratégique entre Paris et Varsovie. Parce que sur les fondamentaux, on diverge trop. Donc, il y a cet aspect-là. Ces traités fonctionnent si on garde, disons, dans les pays respectifs, des gouvernements qui sont plus ou moins pro-européens et plus ou moins centraux et pas extrémistes. De ce point de vue, sans doute, c'est en avant les traités de Barcelone. Il n'a pas ni la même étendue de l'Élysée ni du Quirinal, mais le fait que Français et Espagnols décident d'appliquer la même méthode, échange de ministres, etc., et décident finalement de travailler sur l'énergie, les transports. Hein, parce qu'il est clair que nous ne pouvons pas parler des grandes stratégies de transport et d'énergie européens et après garder isolée la péninsule ibérique. Hein, c'est un peu contradictoire, aussi du point de vue français. Donc, c'est sans doute un pas en avant important. Si demain Vox, et je termine, si demain Vox était à la Moncloa, qui est l'Élysée et qui est les Matignon espagnols, s'il n'y avait pas un pro-européen comme Pedro Sánchez, mais il y avait les leaders des Vox, des post-franquistes, est-ce que vous pensez que les traités de Barcelone pourraient dégager tout son potentiel? C'est ça aussi la question fondamentale. D'un côté, il y a les bons choix diplomatiques, de l'autre côté, il y a une réalité politique qui parfois bloque des développements potentiels et très importants. Merci beaucoup, Sandro. Comme dernière question, je vais m'adresser à Łukasz Maszek. Justement, vous avez parlé tout à l'heure de cette asymétrie des relations entre les pays d'Europe centrale et de l'Est et la France. Est-ce que vous pensez que l'initiative d'Emmanuel Macron sur la communauté politique européenne est en fait un rapprochement de la politique de voisinage de l'Est de la France par rapport à l'Allemagne? Alors, c'est un exemple très intéressant parce que la première réaction instinctive d'à peu près tout le monde en Europe centrale orientale et jusqu'en Ukraine était méfiance, voire négative. Parce que ça a aussi rappelé des vieux souvenirs, notamment l'initiative d'une confédération européenne qui était proposée à la fin des années 80 par François Mitterrand et qui était enterrée, entre autres, parce que les pays d'Europe centrale orientale ont bien marqué leur désamour pour cette initiative. Et ce qui est intéressant, c'est qu'assez rapidement, la diplomatie française et plus généralement les milieux européens qui ont adopté quelque part cette idée ont réussi à renverser un peu cette situation. Peut-être que le fait qu'il y avait la présidence tchèque du Conseil qui s'en est saisie, qui a organisé le premier sommet chez elle à Prague, etc., ça a peut-être aussi contribué à ce que cette idée assez rapidement sorte de l'espace de controverse vers quelque chose où tout le monde finalement reconnaît qu'il y a un potentiel intéressant. Et je crois effectivement qu'il est trop tôt aujourd'hui pour dire ce que cette initiative va donner. À court terme, je pense qu'elle a joué un rôle, c'est-à-dire elle a permis à Prague de réunir un peu toutes les démocraties européennes qui, en gros, montraient une forme d'unité politique, pour ne pas dire géopolitique, face à Vladimir Poutine. Et rien que ça, rien que cette photo de famille européenne où il y avait à la fois les Britanniques et les Ukrainiens. Alors peut-être que c'est l'Azerbaïdjan qui était le moins, à sa place, mais bon, passons. Je pense qu'à court terme, c'était ça finalement l'important. À moyen ou long terme, tout reste ouvert et moi je pense que cette initiative aura du sens et pourra effectivement jouer un rôle, pourra être un des éléments
de rapprochement, de réengagement, pour utiliser les termes que j'ai utilisés, entre la France et les pays d'Europe centrale et orientale, entre autres, parce que évidemment c'était beaucoup plus vaste et beaucoup plus large, à deux conditions. Je crois qu'il y a deux choses qui font que cette initiative ne soit pas. Et à ce stade, je pense que c'est plutôt bien parti, mais il faudra être vigilant. Le premier, il ne faut pas que ce soit justement une voie de garage, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, pour les pays candidats, et notamment pour les Balkans occidentaux, mais évidemment aussi pour l'Ukraine. Il faut qu'au contraire, on trouve une façon de rendre cette communauté politique européenne utile à l'élargissement, pas en faire une alternative et une salle d'attente permanente pour les pays qui souhaitent rejoindre l'Union. Et c'est là où il y avait le soupçon. C'est là où il y a le soupçon que la France, c'est une énième ruse française pour éviter un futur élargissement. C'est comme ça que ça a pu être perçu vu de l'Ouest. La deuxième chose, qui était moins commentée, mais à laquelle personnellement je suis très attaché, il y a quand même quelque chose qui m'inquiète un peu dans cette initiative. Il ne faudrait pas, et encore une fois, hein, je suis un peu en mode paranoïaque parce que honnêtement, on ne va pas dans ce sens-là, mais il faut être vigilant. Il ne faut pas que cette communauté, surtout sous la pression de nos amis britanniques, qui ont déjà obtenu qu'à Prague, par exemple, on enlève les drapeaux européens, etc., que ça ne devienne pas une façon, une espèce de revanche posthume des plans Fouché pour les spécialistes des questions européennes dans la salle, c'est-à-dire une structure intergouvernementale européenne qui, entre guillemets, ringardiserait la construction européenne des pères fondateurs. Alors, encore une fois, on n'en est absolument pas là, mais attention, parce qu'il y a certains gouvernements, dont peut-être le gouvernement italien, qui peut être tenté par ça, de se dire, finalement, les chefs d'État se retrouvent entre eux dans le cadre de CPE, et puis, petit à petit, la Commission va devenir un gentil secrétariat de tout ça, et au fond, et si ce sujet vous intéresse, il y a un texte absolument fascinant que vous pouvez trouver dans un recueil de textes sur l'histoire de l'Union européenne, une note confidentielle de Général de Gaulle à Michel Debré, où il lui donne exactement ces instructions. Essayons de détruire le truc en le rendant vide de sens parce qu'on va créer une Europe des gouvernements, et c'est seulement après qu'on n'y arrivera pas qu'on va s'attaquer frontalement à ce machin. Enfin, je paraphrase, hein, mais c'est à peu près ça. Donc attention que la CPE ne devienne pas une forme de revanche de l'intergouvernementalisme face à l'Europe communautaire. Merci beaucoup. On va tout de suite passer la parole à la deuxième table ronde et je prie de nous excuser pour le retard. Je voulais encore une fois remercier nos intervenants. Valérie Ali qui a donc dû nous quitter, Jan-Christophe Hodson, Sandro Gozzi et Lucas Masek. Merci beaucoup à tous et merci beaucoup Jeannette pour cette co-animation. Je passe la parole à Gauthier Lagarde et à Wolfram Vogel pour animer la deuxième table ronde. Merci à vous.